Shkruanje poezi, shkruajt edhe një roman. Musem. Spero di vedervi presto, spero che possiate anche voi scegliere. Radio Grenouille. Bonjour à tous, ici Radio Grenouille depuis le MUSEM, le musée des civilisations d'Europe et de la Méditerranée à Marseille. Vous écoutez l'émission Passerelle. Passerelle au pluriel, un titre inspiré de l'architecture de ce lieu. Le bâtiment conçu par Rudy Ricciotti étant relié par deux passerelles au quartier du Panier et au Fort Saint-Jean, deux emblèmes de l'histoire de la ville, reliés au monde méditerranéen contemporain. Mais les passerelles sont aussi celles qu'on tend par les arts, la culture, la connaissance de l'autre, celles qui éveillent les solidarités et contournent l'ignorance. Et cette série de plateaux en direct et en public du MUSEM nous permet aujourd'hui de rencontrer et de découvrir l'autre. Et l'autre sera l'artiste Tarek Atoui. Passerelle, une émission à retrouver in situ en public au MUSEM et à écouter sur les ondes de Radio Grenouille 88.8 FM, DAB+, Web Radio et bien sûr à retrouver en podcast après ce direct. Une émission de radio donc, mais aujourd'hui traduite en LSF, la langue des signes, en direct par Fabienne Guiraman et Lou Karzinski. Sébastien Gélier à la réalisation, Djilali Amiche à la console de diff, c'est Jean-Baptiste au micro et nous recevons donc l'artiste sonore, musicien, compositeur, invité pour la saison 2019-2020 du MUSEM, Tarek Atoui. Bonjour Tarek. Bonsoir. Et ce n'est pas fini, car nous sommes, pas seulement tous les deux ce soir, nous sommes entourés de pas mal de monde disséminé autour de nous dans ce public. Car Tarek, tu souhaitais pour cette première rencontre publique, un public avec qui échanger, découvrir Marseille, certaines initiatives qui entrent en résonance avec ton travail qu'on va découvrir au fil de cette émission. C'est pourquoi on a convié un collège d'auditeurs, des auditeurs actifs en quelque sorte, participants à cette émission et sensibles à ton travail, et on est très content de les accueillir. Donc on est tous sur des canapés tout autour de nous, ils sont répartis. Donc nous avons Quai 201, la section jeune des amis du MUSEM, des élèves de la classe d'électroacoustique de la Cité de la musique de Marseille qui sont aussi par ici. On va avoir des participants à Radiola, un atelier porté par Radio Grenouille, on en parlera aussi après. On a des diplômés normalement, ou futurs diplômés aussi de l'école des beaux-arts de Lumini, je ne sais pas s'ils sont arrivés, et ceux-là nous parleront plus particulièrement du programme Pissour, justement, qui permet donc à des étudiants sourds et malentendants de suivre un cursus artistique. Voilà Tarek, on est bien cerné, enfin tout du moins bien entouré quand même. Oui, et merci à tout le monde d'être venu et d'avoir répondu à cette invitation, et merci à toi d'avoir convié tout le monde ce soir. Mais c'est un plaisir, je suis très content d'être là avec toi d'ailleurs, honnêtement. Et on abordera donc tous les thèmes qui nous sont venus en parlant un peu de ton travail, qu'on va approfondir quand même un peu plus, mais évidemment la Méditerranée, la composition, comment tes œuvres sont données à entendre et transmises aussi à ton public. Et on évoquera les autres moments marseillais pour la saison à venir. Passerelle. Mais pour commencer, une trace, un souvenir enregistré au large de Marseille sur les îles du Frioul. Alors Tarek, apparemment tu t'en souviens parce qu'on en a un peu parlé tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ? Alors ça, c'était un live sur l'île du Frioul dans le cadre du Festival Mimi en 2009, je crois. C'est ça, 2009, c'est ça. Oui, avec Nicolas Kant au piano et à l'ordinateur, et moi-même à l'ordinateur. Un soir, il faisait beaucoup de vent. Oui, c'est ce qu'on voit sur la vidéo, parce que la vidéo est sur le site de Nicolas Kant, effectivement. Oui, on voit tous les deux. Oui, je me souviens bien, parce qu'il y avait Philippe Petit qui jouait avec Lydia Lunch ce soir, et ses platines s'envolaient avec les bras des platines qui partaient dans le vent. ça a dû le marquer, il doit encore en parler. Très bien.
Et donc cette petite archive, ça me permettait d'évoquer un peu tes passages à Marseille. Et c'est vrai, donc voilà, tu as joué à cette occasion-là. Est-ce que depuis tu es revenu à Marseille, tu as l'occasion de fréquenter la scène musicale marseillaise? Oui, tout à fait. Non. Et en fait, il y avait même une histoire à cette date qui a été à l'époque avec Seconde Nature à Aix-en-Provence. Mais j'ai été à Marseille dans le cadre de mes études. J'ai vécu un an ici en 2004 et je terminais mes études en tant qu'étudiant en école de commerce à l'époque et je travaillais dans le cirque contemporain et en même temps mes études en musique électroacoustique. Et j'ai rencontré beaucoup de gens ici à Marseille, dont Philippe Petit et d'autres. Et j'ai joué dans plein de petits endroits, aussi dans des espaces de la Friche. Ma première émission radio était à Radio Grenouille d'ailleurs cette année-là. Et c'est des connaissances et des rencontres que j'ai faites là qui m'ont mené au Festival Mimi en 2009. Donc il y avait une base que j'avais déjà trouvée ici. Et puis voilà, ça s'est déployé de la sorte. Et donc tu as fait des études de musique électroacoustique, enfin de composition. C'était au conservatoire à l'Est de la musique. C'était autonome? Non, c'était oui, c'est toujours autonome l'électroacoustique. Mais à l'époque, c'était au conservatoire de Reims avec Christian Sévy qui dirigeait les studios Césarée à l'époque et qui maintenant est ici au GMEM. À Marseille, ouais, à la Friche. Tout à fait. Ok. Et compositeur de musique électroacoustique, parce que alors, dans ta biographie, pas la biblio, mais la biographie, mais ça peut arriver. Hein. Donc il y a quand même des thèmes, des profils qui ressortent. Tu conçois des instruments, performance collaborative, histoire de la musique et instrumentation, et donc ça me paraît ton travail beaucoup plus riche, enfin, même compositeur électroacoustique, c'est assez vaste, mais comment tu rentres dans cette étiquette? Est-ce que tu l'étoffes un peu plus? Est-ce que tu te définis comme ça? Moins aujourd'hui, parce que déjà, moi, je suis arrivé à l'électroacoustique vraiment par amour du son. Je ne savais même pas que l'électroacoustique existait jusqu'à l'an 2000, quand j'avais 20 ans en fait. Et avant, je n'étais pas du tout musicien, même j'ai grandi à Beyrouth, j'avais pas d'éducation musicale, j'avais jamais imaginé même que je serais un jour quelqu'un qui fait du son ou de la musique. Mais du coup, étant arrivé par un peu le biais des musiques électroniques et des pratiques DJ à des études de ce type-là, où la plupart des autres camarades et collègues à l'époque venaient soit des beaux-arts, soit de musicologie, de jazz ou d'autres départements du conservatoire. Je faisais partie d'un groupe où il y avait un producteur hip-hop et moi-même qui étions extérieurs, un peu tout public. Et les autres étaient dans ces formations-là. Et vraiment, la manière que j'ai eu pour m'accrocher dans un contexte comme celui-ci, c'était une approche conceptuelle des choses et beaucoup moins musicale dans le sens traditionnel pur. Et c'est ce que ça m'a beaucoup rapproché des musiques contemporaines de Cage et de Stockhausen. Et j'ai senti vraiment une connexion à ça par ce biais-là. Mais voilà, c'est ce qui est resté avec moi dans le temps, c'est des approches et des démarches qui questionnent l'histoire, qui questionnent le groupe, qui questionnent notre rôle comme citoyen et qui, pour moi, ont élargi petit à petit le champ de ce que j'appelle aujourd'hui composition, en fait. Oui, parce que tu t'intéresses aussi à l'aspect social, aux relations, à l'éducation. Ça fait partie intégrante de ton boulot. Oui. C'est peut-être aussi ce que tu vas proposer ici pour peut-être au MUSEM. Tout à fait. Tout à fait. Et en fait, dès un jeune âge, en fait, dès le début de mes études, et en tout cas vers la fin, j'ai commencé à penser l'éducation, la transmission, parce que j'avais aussi une facilité à communiquer autour de termes complexes et de notions des fois un peu abstraites, de vocabulaire de la musique, de notions musicales, informatiques, dans un vocabulaire que d'autres comprenaient, parce que j'étais néophyte moi-même et que voilà, j'étais pas très compliqué à comprendre quelque part. Et j'aimais cette facilité et cette proximité que mon savoir, que je pouvais avoir avec les personnes. Et tôt, du coup, en tant que
jeune compositeur qui utilisait les techniques de programmation digitale et la fabrication de logiciels et de choses comme ça, je me suis penché sur la question de logiciels pédagogiques ou de comment on peut utiliser en tout cas les technologies de programmation et les outils de tous les jours comme les consoles de jeux, les Wii à l'époque et choses de ces sortes pour les rendre ludiques dans un sens de création musicale en fait. On développera ça aussi dans d'autres aspects de ton travail. Mais pour revenir à ta biographie, tu es né donc, au Liban, à Beyrouth. Oui. Et donc, entre Marseille et le Liban, il y a la mer. Il y a la mer Méditerranée. Nous, ici, nous sommes au MUSEM, donc quand même, dont la thématique centrale est cet espace-là méditerranéen qui nous relie. Et donc, je vous propose une première intervention de notre collège d'auditeurs, donc de ce public participant qui nous entoure. Et j'aimerais donner la parole à Quai 201, donc la structure au sein de l'association des Amis du MUSEM, qui regroupe plutôt des jeunes. Et donc, je laisse la parole à Elisabeth pour nous présenter et te présenter, Darek, de quoi il s'agit. Bonjour, merci Jean-Baptiste, merci Tarek Atoui d'être là. Merci à vous. Alors, nous ne sommes pas une structure, nous sommes la section 18-35 ans de l'association des Amis du MUSEM. Donc on fait partie intégrante des Amis du MUSEM, qui sont donc une association qui depuis ses débuts soutient le MUSEM et se situe dans la droite ligne du MUSEM, donc des questions société et Méditerranée. Et donc, Quai 201, son objectif, c'est d'inciter donc les jeunes, mais tout le monde, mais surtout les jeunes, à s'emparer de ces thématiques-là et à donc être acteurs de ces réflexions. Et comment nous sommes acteurs? Par exemple, grâce à vous, grâce à Radio Grenouille, on est en train de... Si, grâce à vous. On est en train de mettre en place donc, une série de podcasts sur ces questions-là, méditerranéennes et sociétales. Donc vraiment, merci Tarek Atoui d'être là. Et donc on a plein de questions et on va commencer un peu simplement en passant la parole à une de mes adhérentes qui est là, qui est Cécilia et qui voudrait donc prendre la parole. Je vous en prie. Donc bonsoir. Bonsoir. On va commencer par une première question. C'est en tant que méditerranéen, vous, Tarek Atoui, ayant voyagé en Méditerranée, oui. Pouvez-vous nous dire s'il y a une signalétique de la musique méditerranéenne? Une signalétique? Une identité? Une définition? Ça peut être plutôt ta définition aussi, hein. Enfin, ta définition de la musique méditerranéenne. Bien sûr, avec toute modestie, parce que là, je vais vous parler de mon expérience et notamment d'un projet, justement. À un moment, vous savez, ça, c'est une déconnexion qui est assez intéressante que j'ai vécue moi-même. Étant en France, après, quand j'ai commencé justement mes études d'électroacoustique, à un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que moi je connais de la musique du monde arabe, notamment du Liban, commencer par chez moi. Et en fait, je me suis rendu compte de manière un peu... en vraiment cherchant, que je ne connaissais rien d'ancien. Je connaissais que les choses des années 60-70 jusqu'à nos jours, qui étaient beaucoup de choses de pop, mais que de la musique traditionnelle ou des musiques anciennes, en fait, j'avais très peu de connaissances. J'associais ça dans ma tête aux pratiques religieuses, aux pratiques soufis, mais voilà, c'était pas clair du tout. Et je me suis dit, mais pourquoi ça? Pourquoi? Je ne sais pas déjà. Et qu'est-ce qu'il y a? C'était la deuxième question. Et c'est là que je suis tombé sur le travail d'un monsieur qui est devenu un ami et que je respecte beaucoup, Kamal Assar, qui est du Liban et qui a une fondation qui s'appelle la Fondation Amar et qui est un collecteur de disques et qui collectionne la musique traditionnelle et classique arabe. Et donc j'ai été voir Kamal et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'il y a dans ta collection et de quelle musique et de quelle histoire est-ce qu'on parle? Et ça, c'était le début d'un projet que j'ai fait sur la musique classique arabe et sur la notion du tarab, la trance qui est induite par cette musique. Et je me suis rendu compte, en fait, que cette musique classique qui était très propre à une période qui est celle de la Renaissance arabe, l'âge de la Nahda, en fait, dans les fin 19e, début 20e, était une musique du Levant, levantine, mais qu'elle a des connexions qui étaient beaucoup plus complexes et qui allaient jusqu'au Maghreb et jusqu'à l'Espagne, et qu'entre tout ça, il y avait
comment dire, des influences, des rapports qui étaient hyper complexes, tant à l'échelle mélodique que rythmique, que rituelle, et que en fait il y avait une très grande connexion entre les pratiques rurales et les pratiques citadines, mais aussi entre des pratiques qui venaient par exemple du Maghreb, qui pouvaient beaucoup influencer les musiques du Levant, et vice-versa. Et si on regarde après, par exemple, avec l'héritage de l'Empire byzantin et turc, et jusqu'à aujourd'hui, la Turquie, la musique de la Turquie, de la Grèce, de l'Albanie, sont aussi des influences, et même jusqu'à l'Espagne. Donc je ne suis pas ethnomusicologue et je ne suis pas expert de la question, mais du peu de recherche que j'ai faite à travers ce projet, il y a une interconnexion qui est très très riche, et si on la regarde de près, elle est troublante même en termes de l'unité qu'elle représenterait par rapport à l'unité qui existe aujourd'hui en Méditerranée. Très bien, merci. De rien. Moi, ce qui me venait aussi, c'est en voyant où tu exposes ton travail, où tu travailles et tu performes et voilà, et tu es actif. Il y a des pays aussi d'Europe du Nord, enfin au Royaume-Uni, aussi aux USA, oui. où peut-être des publics, on va dire, et même en France d'ailleurs, certains n'ont pas cette expérience de la Méditerranée. Nous à Marseille, là on est au Mucem, il y a vraiment le port qui est à côté, donc on a un lien à une certaine culture, à un certain imaginaire aussi, on n'a pas que l'expérience. Oui. Comment est-ce que tu expliques ou transmets aussi ton expérience de la Méditerranée à un public qui n'en a peut-être aucune matière très ferme à se mettre sous la main ou, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que la perception, en tout cas, de ton travail n'est pas différente entre un public méditerranéen et un public peut-être plus nordique? Et peut-être c'est pas important pour toi en même temps. Hein. Non, franchement, c'est pas quelque chose que je questionne vraiment, cette perception par rapport à la géographie. Non, au contraire, par exemple, le projet sur la musique classique arabe peut très bien pour moi se dérouler aux Émirats, à Londres et en Chine. Ce sera le même. Après, peut-être les références sont différentes, mais l'instant reste le même pour moi, en fait. Ton travail, c'est Revisiting Tarab, c'est ça? Oui. Il y a plusieurs versions, je crois. Il y a plusieurs versions sur l'idée du Tarab, oui, justement. Cécilia, une autre intervention? Ou Elisabeth, je vous en prie, quai 201, allez-y. Donc, si vous n'êtes pas musicologue, moi je ne suis pas spécialiste de votre travail, mais j'ai un peu cherché. Et j'aimerais bien que vous m'expliquiez un peu plus précisément votre projet dans un container qui avait l'air assez fou. Oui. Je me l'imagine en termes de résonance, en termes de... Comment ça vous est venu? Parce que moi, on me dit container, Méditerranée, je suis très centrée Méditerranée. Oui, je vois bien, vous êtes en face de moi, j'ai genre le front méditerranéen. Voilà, c'est ça. Et puis même, on est une ville portuaire. Moi, vous me dites container, je pense à des ports, je pense à ces immenses paquebots qui font des allers-retours. Oui. Est-ce que ça venait de là ou est-ce que c'est juste que vous aviez un container sous la main? Oui, il était dans le salon, je ne savais pas quoi faire avec. Je lui ai dit, allez, je vais l'utiliser dans un projet. Oui, voilà. Non, c'est ça. J'arrive pas à savoir si vous êtes sérieux ou pas. D'où vient l'idée? Non, elle est due à plusieurs choses. Mais d'abord, du fait de venir de Beyrouth. Et sincèrement, et ça c'est un peu une anecdote personnelle, mais c'est des fois le départ de certaines choses, c'est que né à Beyrouth en 1980, c'était la guerre civile, c'était Beyrouth Est et Ouest. Et moi, j'étais à l'Ouest, dans un immeuble qui était haut et qui donnait sur l'Est. Et je pouvais voir le port de Beyrouth auquel je n'avais pas accès. Et donc, le rapport à la mer et au port, pour moi, était toujours fascinant. Et après, ayant étudié l'économie, et ayant fait ces études d'histoire de l'économie dans mes études préparatoires, et que j'ai beaucoup aimé l'histoire de l'économie d'ailleurs, j'en fais plus. Mais ce qui m'a beaucoup fasciné, c'était les villes ou les pays qui se sont développés d'une activité portuaire. Genre Singapour, pour moi, était un cas qui était très fascinant, un endroit où le port fait... un grand pourcentage de la ville est une zone libre en elle-même et inaccessible aux gens du pays, ou même à Bahreïn, par exemple, Manama, c'est un peu... il y a des situations pareilles. Et je me suis donc dit, pourquoi ne pas commencer une exploration des sons du port avec l'idée de voir à quel point ce qu'on entend sur le front de mer est représentatif de ce qui se passe à l'intérieur.
C'est-à-dire à quel point les sons du port et son activité symbolise ou signifie le reste. Et donc j'ai commencé cette exploration avec des preneurs de son et des amis photographes. D'abord Chris Watson comme preneur de son, et maintenant c'est avec Eric Lacasa que je fais ça. Alex Guirquinger comme photographe nous a accompagnés sur pas mal d'étapes, et on a commencé comme ça à explorer des villes qu'on enregistre. Alors le conteneur venait après comme une espèce d'incubateur de tous ces sons, c'est-à-dire c'est un outil qui des fois vient avec nous, des fois pas, qu'on installe, qui est une espèce de studio mobile dans lequel on peut après écouter ces sons, les travailler, les partager avec d'autres. Il a été installé dans des friches, dans des endroits où d'habitude on ne peut pas avoir ce type d'activité. Donc voilà, c'est l'idée de ça, et c'est une exploration qui est encore en cours et qui va justement faire partie aussi de la proposition et du projet à Marseille. Merci, et juste on a hâte de la découvrir alors. Moi aussi j'ai hâte de découvrir le port de Marseille, oui. Merci Quai 201. Qu'est-ce qu'on entend là? Alors là, on entend un micro à l'intérieur du corps humain. Donc on entend de la circulation du sang, les organes, je ne sais pas lesquels, je ne sais pas à quel niveau du corps humain est ce micro. Je sais que Eric Lacasa, qui a enregistré ce son, a placé un micro à l'intérieur de quelqu'un. Donc ça, c'est justement, ça fait partie de ce projet IA ou non, c'est encore autre chose? Alors non, ça fait partie de ma collaboration avec Eric et de mon amour et respect pour son travail. C'était plus une demande que j'ai faite à Eric à un moment où j'étais intéressé par des phénomènes sonores que ni entendants ni sourds perçoivent. Et j'ai demandé du coup à une vingtaine de preneurs de son qu'est-ce que serait ce son-là. Et la réponse de Eric, c'était ce son de ce qu'il appelle respiration interne, ou les intérieurs du corps humain. Et puis cet intérêt à ces sons-là a lieu dans le cadre d'un projet qui s'appelle Within, en anglais, je l'ai gardé en anglais, et qui est un projet qui considère la surdité comme expertise et pas comme handicap, et la prend comme point de départ pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'est le son et quelle serait notre perception du son en dehors des oreilles, quoi. Donc la composition avec, par et pour les personnes sourdes ou malentendantes, c'est du coup central dans ce travail aussi, mais donc dans cette collecte-là que tu as favorisée. J'ai proposé justement, parce que je rappelle que cette émission Passerelle est traduite en LSF, là j'ai proposé à des étudiants des Beaux-Arts qui suivent le dispositif, le programme Pissour, alors à venir participer et à présenter un petit peu quel était ce dispositif, parce que ça nous paraissait extrêmement intéressant. Et puis en plus, il va y avoir donc des étudiants des Beaux-Arts qui vont pouvoir justement travailler avec toi, approcher ce que tu vas présenter cette saison au MUSEM. Et donc j'aimerais qu'il nous présente quel est ce dispositif avant qu'on aille plus loin et de s'en détache du groupe. Ah, c'est super. Donc je vous propose de venir nous présenter cela avec donc le micro rouge qui pourrait aller à Fabienne pour la traduction. On fonctionne comme ça. Ah oui, il y a du monde, hein. C'est une belle émission, on a un beau public. Alors effectivement, c'est face à eux qu'il va falloir s'exprimer. Et donc Fabienne à la traduction. Bonjour à vous deux. Marine et Mélanie? Non? Bonjour. Bonjour. Donc pour la présentation il y a une question du dispositif Pissour aux Beaux-Arts de Lumini. Alors, le
le projet existe depuis 15 ans de la part d'un professeur entendant. L'idée est de rendre l'école totalement accessible pour les personnes sourdes. Donc il y a la présence d'interprètes qui financent via le ministère de la Culture. Donc c'est une vraie chance pour nous de pouvoir assister à une formation comme tout le monde. Alors moi je suis en 5e année, Mélanie est diplômée je crois depuis 2-3 ans, oui 2 ans. Donc il y a l'accessibilité en langue des signes et puis il y a également un programme qui s'appelle PILAB, qui est un programme de recherche autour du mouvement du corps en lien avec les sourds et l'art. Donc PILAB est effectivement a vocation à travailler pas forcément spécifiquement sur la langue des signes, mais bien sur la passerelle d'une langue à une autre. Qu'est-ce que le langage? Quelles sont les limites? Quelles sont les choses qu'on peut ou ne peut pas dire? Et on se questionne ensemble, sourds et entendants, et également des étudiants étrangers, parce qu'à l'École des Beaux-Arts, il y a énormément d'étudiants étrangers et qui sont évidemment intéressés par ces questions du langage. Donc nous travaillons avec PILAB à peu près depuis 10 ans. Le projet existe depuis 10 ans. Voilà. Et pardon, c'est juste une question qui m'intéresse. Pouvez-vous citer quelques justes exemples de projets de recherche ou de projets que vous avez fait dans cette direction de recherche sur le langage ? Alors, me concernant, moi, Marine, je travaille sur les perceptions et la réception et les points de vue des différentes langues, du point de vue où on est, de sa place. Donc, je travaille sur la langue des signes, qui est ma langue maternelle, avec des diversités de regards et des langues étrangères. Et en fait, je fais une performance en langue des signes et je demande aux personnes en face de moi de faire une traduction en dessin. Et c'est intéressant de voir derrière quelle réception ils en ont et quel sens ça a pour eux. Donc, c'est un travail que j'ai pu faire. Moi, Mélanie, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que la langue maternelle, finalement ? Des parents entendants face à un enfant sourd, est-ce qu'on va le forcer à avoir la langue orale française ou alors vraiment laisser l'enfant s'épanouir dans la langue des signes qui est la langue naturelle. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est finalement l'interaction entendant sourd et quel est ce rapport d'égalité ou pas, parce que finalement, moi, je considère qu'il n'y a pas d'égalité. Et puis également, l'éducation orale, ça m'intéresse, ces séances de rééducation forcées via des séances d'orthophonie. C'est pas une langue, c'est pas ma langue à moi. Donc il y a un rejet aussi de la part des sourds vis-à-vis de cette langue qui est imposée. Très bien. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Et Tarek, toi, dans ton point de départ, peut-être sur la réflexion, sur la composition et cet intérêt pour la langue. Merci beaucoup, Marine et Mélanie. Restez là. J'ai encore quelques questions pour vous. Restez en proximité. Et du coup, entre-temps, Tarek, alors voilà, il faut que la traduction s'organise, vu que forcément, là, nous avons le son, nous avons le visuel, nous avons la présence physique qui s'installe. Donc, on prend tous nos marques sur ce plateau. Et donc, juste Tarek, peut-être juste, quel est le point de départ de ta réflexion, justement, sur la composition pour et avec les sourds ? Vous savez, pour moi, c'était juste une intuition au début. Quand j'ai commencé à travailler sur Within, c'était... comme vouloir savoir découvrir quelque chose par son contraire, quelque part. Et c'est parti vraiment de cette idée de dire, si ça m'intéresse le son comme matière physique, comme moyen de connecter des individus entre eux par cette vibration collective ou cette sensation collective, peut-être que partager ces idées avec un public sourd serait la meilleure chose, parce qu'on mettrait les oreilles en dehors de l'équation, quoi, et qu'on se pencherait sur d'autres sens, et que ça allait permettre du coup de questionner le son de manière multisensorielle, sans les oreilles qui ont tendance, pour les entendants, à prendre le dessus dans notre compréhension d'un son. C'est-à-dire quand on est en rapport avec un son pour la première fois, on a tendance à le percevoir par les oreilles avant tout, et c'est après qu'on questionne quel est son impact sur notre corps, sur notre vue, sur
sur notre être entier, notre intellect et tout ça. Et donc ça a commencé à Sharjah en 2012 par une série d'ateliers, encore une fois des plateformes d'échange et de transmission, avec une école pour personnes sourdes qui est à Sharjah aux Émirats Arabes Unis, à 10 km de Dubaï, et qui s'appelle Al-Amal, l'espoir. Et donc j'étais en résidence à Sharjah, à la fondation d'art là-bas à l'époque, et je leur ai demandé de me mettre en contact avec l'école là-bas, et c'est ce qui s'est passé. Je suis allé les rencontrer. Une situation d'une école qui est très particulière et très belle, parce que là-bas, les étudiants viennent de partout dans le monde arabe, mais aussi de la région de l'Inde, du Bangladesh, du Pakistan, d'Éthiopie, du Sénégal. Et donc il y avait une richesse où il y avait plusieurs langues des signes qui coexistaient. Il y avait beaucoup d'imagination et de créativité sur comment tout le monde pouvait communiquer, enseignants et étudiants à l'intérieur de l'école, et donc beaucoup de travail sur les pré-signes, sur inventer justement ses signes et son vocabulaire de tous les jours. Et il y avait une solidarité, une entraide entre les étudiants qui était incroyable et hyper belle à voir. C'est-à-dire que la moyenne, la fourchette d'âge était de 8 à 22 ans, et j'étais juste vraiment touché et très inspiré par la solidarité qu'il y avait au sein de l'école. Et après, une fois que les ateliers ont commencé, c'est là que c'est devenu une toute autre histoire et une expérience qui, pour moi, était incroyable en termes de richesse et du potentiel que j'ai vu à ce moment-là en travaillant avec ces personnes, de me rendre compte à quel point moi j'étais ignorant en fait. Et de là à rentrer dans une situation d'apprentissage mutuel. C'est pas que juste moi j'apprends ou je leur apprends. Non, c'était vraiment de dire j'ai des choses, je ne sais pas comment ça marche, on va voir ensemble et on va voir où ça nous mène. Et c'était surtout ça l'expérience, et ça fait maintenant depuis 2012 7 ans et plus que je suis dans le même projet. Et tu parles la langue des signes, enfin tu signes? Non, pas vraiment, parce que j'ai essayé à un moment, j'ai fait ce projet dans différents pays, et à chaque fois la langue changeait. La seule langue des signes que j'ai essayé d'apprendre à un moment, c'était la langue américaine. Et puis je ne pratiquais pas assez, donc j'ai laissé tomber, malheureusement. Non, j'avais pas assez de personnes avec qui pratiquer tous les jours, en fait. Et tu as peut-être encore alors une question à Marine et Mélanie. Tu avais envie peut-être de leur poser une intention, quelque chose. Oui, au sein de vos travaux de recherche du PILAB, est-ce que vous vous êtes penché, par exemple, sur la question du son et les différents modes de perception du son? Donc traduction simultanée en LSF, petit changement de plateau. Fabienne à la traduction. Alors moi, je suis étudiante en design, donc j'ai fait des recherches sur le son, sur comment nous, les sourds, nous percevons le son. Alors, il ne s'agit pas de traduire le son en images, en fait, non. Parce qu'il y a aussi tout un système de calcul derrière le son. C'est juste subjectif. Et j'ai pas mal réfléchi là-dessus. Pour moi, je n'étais pas du tout sur la visée scientifique, mais plutôt sur la visée de interaction, création autour du son à travers les vibrations. Et le fait de voir le son aussi. Par exemple, je marche, je vais au métro, et puis je vois des personnes courir. Ben, ça m'informe quelque part que le métro est en train d'arriver. Donc pour moi, c'est une version sonore quelque part de l'information. Complètement, oui. Et dans ton cas, Mélanie? Alors moi, je travaille plus sur la vidéo. C'est plutôt mon axe de recherche. On va dire que j'ai très peu utilisé le son dans mon travail. Ce que je peux observer, c'est que très souvent, on me dit dans mon travail, mais c'est bizarre, il n'y a pas de son. Et puis, en fait, il y a quand même du bruit. Il y a les voix intérieures, il y a la respiration. Donc, finalement, le son est déjà là. La création sonore, pour moi, elle est mentale. Et c'est là-dessus que j'ai envie de travailler. Super, super. Non, je retiens deux
deux choses de ça, c'est-à-dire le son visuel et l'espace mental du son. C'est des choses qu'on écoute peu. Il y a bien sûr la dimension aussi d'écouter avec le corps, de sentir avec le corps, la vibration, d'écouter avec les doigts, d'écouter avec le squelette. Mais il y a ces deux dimensions-là qui sont vraiment très importantes et qu'on néglige, c'est-à-dire le son imaginé et le son imaginaire, et l'impact du son sur nous dans sa dimension la plus subjective et la plus psychosomatique et inconsciente, et c'est fondamental. Et la deuxième chose, c'est le son qu'on voit. Je peux donner là des exemples aussi qui continuent cette démarche. On a à un moment, à Sharjah, dans nos collaborations avec les étudiants de l'école, donné des enregistreurs de son aux élèves et dit « Ok, on va aller se promener dans la ville et vous pouvez enregistrer tout ce que vous entendez. Quand vous entendez quelque chose, voilà, vous appuyez sur play, et quand vous n'entendez rien, on continue à marcher. » Et en fait, ce qui se passait, c'est que dans beaucoup de cas, ce qu'on enregistrait, c'était du mouvement. C'est-à-dire, par exemple, de voir la voiture de police avec la sirène qui marche, et d'aller l'enregistrer, mais en fait, il n'y avait que la lumière, il n'y avait pas le son. De voir une petite ventilation de climatisation dans une rue, et d'aller enregistrer l'hélice qui tourne, mais en fait le bruit qu'elle fait est très faible, mais c'est son mouvement qui est le plus marquant. Et des exemples comme ça de sons vus ou de sons prolongés par le sens, complétés par le sens de la vue, est devenu pour moi une chose très importante, parce que les 2 premières années du projet ont été, même 3 et même jusque maintenant, une exploration de qu'est-ce que le son à travers l'expertise de personnes sourdes. Et là, ça m'a amené à considérer maintenant, dire qu'il y a un spectre très large entre les personnes appareillées avec des implants et les personnes profondément sourdes. Il ne faut pas tout mettre dans un même sac. Mais à partir de cette recherche, de cette compréhension de qu'est-ce que cette perception-là, j'ai commencé à construire des instruments qui s'adressent à la fois à des personnes sourdes et entendantes. Je ne me suis pas intéressé au projet que pour les personnes sourdes. Non, l'idée était toujours de voir comment on pouvait créer des choses communes et créer des espaces communs. Et il ne s'agit pas dans ça de créer un espace uniforme où tout le monde ressent la même chose, où tout le monde a la même expérience, mais au contraire de dire on est tous différents dans cet espace-là. Et le but, c'est de créer une situation qui est pluriforme, qui est riche et qui permette à chacun de faire sa propre expérience et de partir avec sa propre perception et compréhension de la chose, plutôt que d'avoir un seul sens ou une seule intention dans la composition ou la démarche ou l'usage de ces instruments-là. Je propose d'écouter un autre témoignage d'expérience recueilli il n'y a pas longtemps dans le cadre d'un atelier avec des étudiants en musicologie justement à Radio Grenouille. C'est Sylvain Bretéché qui est professeur de musicologie à l'université Aix-Marseille. Et il nous parle de comment justement il a été emmené par des sourds à faire de la musique avec eux. Alors l'envie, elle n'est pas venue de moi, elle est venue des sourds. Au final, puisque quand j'ai entrepris ma formation en langue des signes à l'université d'Aix, il y a quelques années maintenant, j'ai donc rencontré des sourds qui, lorsqu'ils ont su que j'étais musicien, m'ont dit « Super, tu viens faire de la musique avec nous ». J'avoue que sur le moment, j'avais envie de dire non, parce que je ne pensais pas ça réellement possible, mais leur sourire m'a fait changer d'avis. Et je me suis dit, effectivement, c'est ça, c'est pour ça que je suis là. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les sourds pratiquent la musique, écoutent la musique, vivent l'expérience musicale d'une certaine manière. Et du coup, il y a une réelle connexion entre surdité et musique, qui du coup nous permet de dépasser ce paradoxe. Et peut-être l'image la plus intéressante qu'ils nous transmettent, les sourds, quand ils font de la musique, c'est la confirmation de ce que John Cage nous disait, le silence n'existe pas. Puisque toute leur pratique musicale dépasse ce cadre de l'oreille pour rentrer dans une pratique du son incarné, visuel et profondément corporel.
une pratique musicale qui dépasse le cadre de l'oreille. Donc c'était Sylvain Bretéché. Je pense que bon, voilà, ce témoignage te parle, Tarek. Donc le silence n'existe pas. Voilà, petite référence à John Cage et à nos camarades de radio là qui sont là. Et d'ailleurs, par rapport à cette approche de la musique aussi, peut-être par le geste, qui est une entrée aussi de ton travail. Voilà, comment tu l'intègres, ce geste-là, lié à la langue des signes peut-être, à la perception visuelle du son. C'est quelque chose que toi, peut-être aussi, tu as appris, peut-être des sourds, une certaine gestuelle, vu que tes propositions, ton corps est très présent dans tes propositions aussi. Voilà, est-ce qu'on peut faire ce lien? Est-ce que tu l'affirmes? Oui, complètement, non, c'est complètement affirmé. C'est le travail autour du geste et la production de son, c'est quelque chose que j'ai commencé très tôt. Et les logiciels pédagogiques dont je parlais tout à l'heure sont une partie de ce travail-là. Et ce que je vais jouer aussi ce soir s'appuie sur certaines de ces choses, c'est de penser comment le corps peut devenir un outil de compréhension du son. C'est-à-dire comment un geste peut déclencher un son et donner à le comprendre, ou comment la présence d'un musicien sur scène et son jeu, l'expressivité de son jeu, peuvent aussi rendre la musique plus lisible, ou devenir un peu une clé d'entrée dans ça. Et donc, tôt, j'ai commencé à développer des choses qui ont utilisé les nouvelles technologies digitales, de capteurs et de logiciels sur mesure dans ça. Mais après l'expérience de Within et le travail avec ce public-là, l'a ramené vers des choses qui sont beaucoup plus acoustiques et matérielles, c'est-à-dire vraiment du digital et 0-1, je suis arrivé au bois, au ressort et au fer, à des choses... un retour à l'analogique un peu, une sorte de présence de la matière. Oui, à l'analogique, au premier, vraiment dans le sens le plus fort et du terme, et c'était très libérateur pour moi de ça aussi, c'est-à-dire l'expression corporelle à travers des éléments comme ça. Et les instruments de Within étaient très différents de ceux que j'avais créés jusque-là, et ça se voit. Mais en tout cas, ma recherche sur le geste a participé à la création des instruments. Les instruments ont prolonger ça et l'amener ailleurs, mais c'est ce qui se passe toujours dans mon travail, c'est-à-dire qu'une dimension influe sur une autre, du corps vers l'instrument, vers la composition, de la composition vers le corps, et les choses naviguent tout le temps comme ça et s'entremêlent. Parce que Within, les instruments, pour juste peut-être les visualiser pour nos auditeurs, sont des tables, c'est comme des agrès ou des formes en bois ou avec beaucoup de matière que les interprètes donc manipulent, touchent, peuvent gratter, peuvent déplacer. Ça s'approche des percussions aussi. Et il y a un travail plastique aussi de l'objet qui a peut-être induit justement le geste de l'interprétation. En fait, il y a tout. Il y a ces tables-là qui sont des instruments de percussion. Il y a des instruments à cordes qui utilisent les vibrations des cordes et du bois. Il y a des instruments électroniques qui utilisent même le tissu et le toucher et le contact du tissu pour jouer du son. Il y a même un orgue, un instrument avant qu'on a fait l'année dernière, qui est un orgue pour personnes sourdes et entendantes, et qui a donc un truc complètement inattendu et bizarre d'avoir un instrument avant qui fonctionne comme ça. Il y a plein de choses, il y a plein de recherches et de choses. Il y a même des choses sur la disparition de la voix et dans la culture sourde avec un S majuscule. Et donc c'est l'utilisation la non-utilisation des cordes vocales qui fait marcher l'instrument. Il y a plein d'idées qui vont dans différentes directions, mais à chaque fois, il y a une esthétique à l'objet qui suit deux axes principaux. C'est que l'objet est, entre guillemets, amical, c'est-à-dire qu'il invite à ce qu'on le joue, et qu'il est, comment on appelle ça, rewarding en anglais, qu'il est gratifiant dans le sens où on a une facilité à sortir du son de ça, pas comme avec la trompette ou le violon, il faut passer beaucoup de temps pour que ça sonne juste. Là, ça sonne juste dès le départ, et après, il y a une courbe d'apprentissage qui peut évoluer énormément, mais c'était de créer des choses qui sont amicales et immédiates dans un premier temps, et de déplier après le rapport à partir de ça.
Merci pour cette partie. Merci à Mélanie et à Marine, étudiantes donc aux Beaux-Arts, pour leur échange. De toute manière, cette partie de ton travail sera visible et audible sur Radio Grenouille et aussi au MUSEM pendant ta présence là. Pour continuer dans cette émission jusqu'à son terme, on va écouter un petit extrait d'un autre projet. Identitatea chi e un'identità complicata? ماشي بالشارع ولا ببلاد الغربة؟ منين ناطنوا كنا شكون Passerelle. Mais que sont ces sons? Alors ces sons, c'est une interprétation de Cartridge Music de John Cage. Donc c'est une partition graphique de John Cage que Radiola, donc un atelier lié à Radio Grenouille par plusieurs endroits, a produite. C'était une interprétation collective et c'est le chemin vers lequel je veux t'amener, Tarek, après, pour continuer à converser. Mais certains représentants et participants de Radiola sont dans notre public participant. Et donc j'invite l'un d'entre vous, peut-être Louis-Nord, à présenter, à parler de ton expérience de Radiola, ce qu'on y fait. Là, c'était une interprétation donc, qu'on a réalisée, qui a été captée à la Maison du Chant à Marseille il y a quelques mois. Mais Louis-Nord, tu fais aussi d'autres choses dans le cadre de Radiola. Peut-être tu peux nous en parler un petit peu. Radiola, c'est quoi? C'est un atelier organisé tous les mercredis de 14h à 16h. Le but, c'est de rencontrer le plus grand nombre de personnes qui touchent par la psychiatrie. De mon côté, je suis un participant de Radiola, hébergé par Radio Grenouille. Au cours de cette année 2019, en dehors de Radiola, on fait des émissions, des reportages, prises de son, des montages et des séances d'écoute. Exemple, lors de la grande rencontre au théâtre de Touski, F-Colloque, et avec les animateurs qui s'intéressent aux entendeurs de voix, je peux vous dire, Radiola est un jalon posé pour orienter tous ceux qui touchent par ce fléau qui est la psychiatrie. Radiola m'aide à m'exprimer et à apprendre le métier autour du son et de découvrir une écoute plus riche. Une initiation est lancée afin de nous rejoindre. Aussi, nous ferons un faisceau pour dire non au mépris, non aux humiliations, de sorte qu'un jour, nous puissions avoir notre place dans cette société juste et équitable. Merci. Merci Louis-Nord pour presque une tribune, une tribune émanant d'un participant de cet atelier Radiola. Et donc Louis-Nord, effectivement, tu parlais d'émissions, de reportages et aussi d'écoute collective, puisqu'on pratique beaucoup, non pas seulement l'art des sons, mais l'art aussi d'écouter les sons. Et on pratique ça collectivement, parce que c'est important dans cet atelier aussi la présence du collectif et du commun. Et Tarek, donc, par rapport à cette proposition que tu vas faire sur la saison au MUSEM, il y a cette dimension aussi qu'on retrouve dans ton travail, mais qui va être très prégnante ici, puisqu'au MUSEM, tu vas installer des œuvres, installer des instruments et les proposer à l'usage à un groupe, des instrumentistes, des improvisateurs, je ne sais pas comment on pourrait encore les nommer. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
sur ce processus-là de transmission collective, de pratique collective de tes œuvres? Oui, complètement. Alors, ce que je prépare actuellement, et la proposition pour le MUSEM, fait partie d'une phase dans laquelle je suis, où suite à peu près à 12 ans de travaux sur ces idées d'instruments, de gestes, de performance, de perception du son, je me demande qu'est-ce que ça donne tout ça? Ça donne des installations, ça donne des performances, ça donne des collaborations, mais qu'est-ce que ça laisse derrière et qu'est-ce que ça laisse après aussi? Et qu'est-ce que j'ai à partager? Et puis ces derniers temps ont été des temps un peu difficiles pour moi dans la mesure où je suis quelqu'un qui voyage beaucoup, qui va pas juste en Méditerranée ou dans le monde arabe, mais vraiment partout dans le monde et qui fait des projets beaucoup plus... J'habite en France, mais je travaille beaucoup plus en dehors. Et à différents endroits, les projets étaient annulés, des choses n'allaient pas bien. Là, la dernière aventure dans ça, c'était à Beyrouth le mois dernier. On était là justement en train de commencer les travaux sur le projet pour le MUSEM, parce qu'il y a une connexion entre le port de Beyrouth et le port de Marseille, justement sur cette proposition-là. On était à Beyrouth, on a enregistré le port, on a travaillé justement avec des personnes, des étudiants d'un lycée pour personnes sourdes qui venaient d'une autre ville de Beyrouth, qui sont venus enregistrer le port avec nous. On a préparé un concert, et la veille du concert, les manifestations ont commencé, les gens dans la rue, et en quelques heures, tout est annulé, tout tombé à l'eau, et hop, le projet a eu lieu, mais la présentation finale n'a pas eu lieu. Et des choses comme ça, j'en vois de plus en plus, et je me dis, ok, où va le monde? Et moi, en tant que citoyen, pas juste en tant qu'artiste, qu'est-ce que j'ai à apporter, ou comment je peux contribuer à des choses aussi en dehors de ces ateliers, des choses que je fais. Donc l'idée, c'était commencer à dire, ok, peut-être qu'une synthèse est nécessaire en fait, et peut-être que cette synthèse-là, ce serait pas juste de faire plus d'ateliers ou de faire plus d'actions comme ça, mais d'aller au cœur de la pratique et de dire, bon, avec quoi je crée du son, quels sont vraiment mes outils et comment je peux les partager. Et comment un projet comme Within, par exemple, qui a pris plusieurs années et qui est maintenant un instrumentarium assez grand et imposant et qui a des réalités et des moyens et des coûts économiques à montrer, peut devenir quelque chose de plus petit, de miniature, de transmissible, de partageable, et qui ne nécessite pas aussi ma présence à moi et le fait que je sois toujours là à l'animer, mais qui s'anime tout seul. Et ces questions-là, en fait, c'est elles qui m'ont poussé à formuler, à créer la proposition pour le MUSEM aujourd'hui, qui serait en fait une espèce de synthèse. C'est pas des œuvres qui sont faites pour être exposées dans un musée comme le reste de... Elles sont faites pour être placées dans une salle de pédagogie. C'est-à-dire, c'est des pièces... pour être concret, c'est des espèces de tables de grand format qui sont des espèces d'installations miniatures sur lesquelles il y a des instruments que je suis en train de fabriquer, il y a les micros que j'utilise d'habitude, il y a les moteurs que j'utilise d'habitude, et l'ensemble des techniques avec lesquelles je fabrique du son, et qui ferait l'objet justement du coup de séances, de jeux collectifs, de découverte du son, qu'on soit sourd ou entendant, qu'on soit professionnel ou amateur. Ces tables permettent de partager du son à plusieurs, et donc de faire l'objet d'ateliers, de performances, d'une multitude de choses. Donc des étudiants des Beaux-Arts, des élèves en électroacoustique, des participants à Radio Là, on pourrait venir ici et du coup suivre un peu à travers tes instruments. Alors pas forcément une partition, peut-être la partition c'est l'instrument lui-même d'ailleurs. En fait la partition, il n'y en a pas vraiment. La partition, c'est comment ce projet va vivre sur plusieurs mois ici. C'est ça la partition dans ma tête. Après cette partition, elle va donner lieu à plein de partitions, genre la partition de Cardew et du travail de ce compositeur dans les années 60, c'était ces partitions graphiques des treaties. Elles ont donné plein de morceaux. Maintenant, le projet va donner plein de partitions. C'est une espèce de hommage à Cardew. Si on veut, je l'aime beaucoup, Cardew. Il est génial. Mais l'idée, c'est qu'ici, il va y avoir un programme d'atelier qui sera proposé par le MUSEM et auquel on pourra s'enrôler, participer, et des personnes qui vont travailler avec ces publics durant
je crois principalement le mois de mars sur ces protocoles-là, sur ces tables-là. Et de là, des concerts vont avoir lieu et un cycle de performances et de choses va avoir lieu avec la possibilité pour les gens qui participent à une séance de découverte ou à une séance d'atelier de pousser l'expérience plus loin. Donc on peut commencer par découvrir qu'est-ce que c'est. Et si on a envie d'aller plus loin, de continuer jusqu'au concert, la porte est ouverte et tout le monde est bienvenu. Merci Tarek d'avoir partagé ce moment, puisqu'on touche à la fin de cette émission, en compagnie de nos auditeurs ici pour l'émission donc Passerelle, mais aussi les auditeurs derrière leur poste ou sous leur casque, mais aussi les auditeurs sourds qui nous voient grâce au film qui est en train d'être tourné et la traduction simultanée de Famienne Guiriman et Lou Karzinski. Merci aux participants du collège auditeur, Quai 201, Radiola, l'École des Beaux-Arts de Lumini, peut-être certains de la classe de composition en musique électroacoustique de la Cité de la musique de Marseille. Merci à Floriane Doury et Eric Monchot pour l'organisation de tout cela et à toutes les équipes du MUSEM, l'équipe de Radio Grenouille, Sébastien Gély à la réalisation et Djilali Amish à la console de diffusion. Tarek Atoui, tu es invité donc pour la saison qui vient là, 2019 et 2020, qui va s'engager dans pas longtemps au MUSEM. Donc on te retrouvera à plusieurs occasions, des concerts, des performances. Voilà, tu seras ici. Oui, je souhaite très bon courage au MUSEM sur cette invitation. pour l'adaptation à ton rythme. Non, c'est vrai, il y aura pas mal de moments et de temps forts dans cette invitation, que ce soit avec le GMEM ou à travers même, j'espère, des festivals que j'aime et j'apprécie beaucoup, comme le FID ici. Mais l'idée, c'est le plus possible de créer quelque chose d'organique et qui regroupe autour de lui des personnes de différents horizons qui sont en train de faire une expérience, d'expérimenter avec le son pour la première fois ou pas. Et j'espère que justement ça permettra d'ouvrir des horizons et des imaginaires. Et sur Radio Grenouille, on te retrouvera aussi. On essaiera de suivre ton travail avec Eric Lacasa. Vous allez explorer et capter des sons du côté de Foss, je crois. Oui. Donc on essaiera d'écouter ça. Enfin, on essaiera. Voilà. Moi, j'y compte bien. Justement, en fait, c'est cette banque de sons qu'on va capturer. Elle va aussi être intégrée à ces espaces-là. Et puis, pour donner un petit exemple, les personnes qui participeront à ces ateliers seront invitées à ramener des objets, à fabriquer leurs propres outils et utiliser ces sons. Merci encore Tarek Atoui. L'émission Passerelle, coproduite par Radio Grenouille et le MUSEM, est bien sûr à retrouver en podcast. En attendant, merci de nous avoir suivis. Merci à tous d'avoir assisté et écouté cette émission. Et à très bientôt. Merci. Passerelle. Compartir,